Bon, bismillah. Donc aujourd'hui, pour la semaine 4, nous sommes ici pour le TD par rapport à la séance de la francophonie. Donc objectif du TD, analyser à travers des extraits littéraires comment la diversité du monde francophone est le produit de l'histoire coloniale et comment les écrivains expriment les concepts d'étrangeté, de déracinement et de relations complexes à la langue et à la culture française. Donc nous avons quatre extraits à qui on n'a pas affecté les références bibliographiques, afin que les extraits restent anonymes. Nous allons identifier à quelle ère géographique est affecté chaque extrait, ou dans quelle ère géographique a été produit chaque extrait. Nous allons relier les extraits aux concepts clés que nous avons appris durant la séance de théorie. Donc, premier extrait, je lis le premier extrait. On me parlera français. Que cela ne vous effraie point, chers lecteurs, nous sommes au pays de Renault et de Peugeot. C'est une langue de parvenus, une langue qui a fait des études. Chez nous, quand on veut parler français, on en met partout. Comme on saupoudre le couscous de sel fin. Résultat, notre français à nous, il a les joues gonflées de bonbons. C'est une langue qui a la bougeotte. Donc, si on se réfère aux questions affectées associées à cet extrait, quelle est la relation de l'auteur ou narrateur, dans ce contexte-là, à la langue française? C'est une relation comment? Il parle de français chez les Français et de français chez eux. Il dit que chez eux, ils parlent du français comme ils se poudrent du sel sur un couscous. Ils en mettent partout. D'accord? Donc, quelle est la relation? La relation du narrateur au français ici. Toujours par rapport à la structure. Monsieur, le français, c'est la langue du colonisateur, donc... Le narrateur ici n'a pas du tout évoqué le colonisateur. Peut-être que c'est un Suisse, peut-être que c'est un Belge, donc n'allez pas supposer que c'est un colonisé. Mais monsieur, le couscous... Le couscous, c'est un plat de son ère, de sa patrie, de sa société. Donc le couscous n'est pas un plat suisse, les amis. Le couscous, c'est un plat maghrébin. Donc ça suggère fortement que le texte soit produit par un maghrébin. Donc, mais ce n'est pas surtout par rapport aux indices de société qu'on cherche la relation au français. C'est surtout par rapport à l'usage linguistique. Oui, parler de la langue. C'est une langue de parvenu. Une langue qui a fait des études. Comment ça, une langue de parvenu? Une langue d'étranger. Parvenu. Quelqu'un qui est parvenu ici. D'accord? Donc ce n'est pas notre langue. C'est une langue de parvenu. Une langue qui a fait des études. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle le français chez nous, c'est forcément quelqu'un qui a fait des études. Donc, il y a quoi ici? Il y a le complexe par rapport au français, le complexe d'infériorité, le complexe du coup, le complexe dont on a parlé de Malik ibn Nabi, et
Le complexe de l'éternel Les acteurs. colonisé. L'éternel colonisé. Ici, il y a le concept de l'éternel colonisé. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça existe jusqu'à maintenant, quelque part. Quand on veut afficher sa culture et ses études, on fait quoi? On parle en français. C'est vrai. Donc, pour les gens, quelqu'un qui parle en français, c'est quelqu'un qui est cultivé. Ce qui est totalement faux. Rien ne lie le fait de parler le français au fait d'être cultivé ou non. Mais pourtant, dans l'imaginaire des gens, c'est ça. Donc, chez nous, quand on veut parler français, on en met partout. On en met partout. C'est-à-dire même là où il ne faut pas. Même là où il n'y a aucune obligation. Si vous êtes devant un ouvrier, par exemple, un ouvrier, vous voulez lui communiquer quelque chose, un ouvrier maghrébin, algérien, ça est, ici, nous constatons que nous sommes devant une société maghrébine. Vous êtes devant un ouvrier maghrébin qui a presque pas les mêmes, on va dire, compétences culturelles et linguistiques que vous. Pourquoi parler français? Si vous vous adressez aux parents d'élèves, vous êtes un enseignant et que vous vous adressez aux parents d'élèves, pourquoi parler français? Si vous faites un vlog et que vous vous adressez à la société algérienne, pourquoi parler français? La société algérienne parle soit l'arabe, soit le berbère. Pourquoi parler français? Donc, on en met partout. Donc ici, nous avons les concepts du colonisé. C'est un extrait de Azouz Beguek, le Gon du Sheba. D'accord? De 1986. Donc c'est une aire géographique maghrébine, en l'occurrence l'Algérie. Le couscous est un marqueur culturel fort du Maghreb, du Nord africain, parce que le couscous n'est pas un plat du Sahel, n'est pas un plat européen, n'était pas un plat européen, maintenant ça l'est. Ah. D'accord? Donc, nous pouvons dire que ici, le phénomène, c'est un phénomène le phénomène le plus récurrent dans le cas. C'est un phénomène de quoi? Vous avez la boîte à outils, Jma'a, vous avez la boîte à outils. Cherchez dans la boîte à outils. Les concepts qu'on peut utiliser dans ce contexte-là. Maghreb, France, métropole, c'est quoi? Ce n'est pas l'étrangeté. C'est la proximité. Il y a une proximité. Proximité géographique. Proximité géographique. Le français n'est pas si étrange que ça pour le Maghreb. Ce n'est pas aussi étrange que le chinois, que le mandarin. Le mandarin est étrange, le français non. Mais il y a surtout le concept de proximité géographique. Il y a quoi aussi? Il y a une relation comment? Du Maghreb à la France. Oui? Une relation de famille. Familiarité. C'est quelque chose de familier, le français. Ça s'utilise un peu partout. D'ailleurs, dans l'extrait même, on dit qu'on en met partout. Donc, tantôt c'est la langue du colonisateur, tantôt c'est une langue, comment? Étrangère, certainement. C'est surtout un statut. C'était dans les années 70, c'était un statut politique, maintenant c'est un statut social. Elle est une langue étrangère. Effectivement, en Algérie, le français est une langue étrangère. Aussi étrangère que l'anglais. Ou on va pas dire le chinois, mais aussi étrangère que l'anglais. C'est une langue étrangère, effectivement. Aujourd'hui, de nos jours. Mais
des jours de l'écriture de ces lignes littéraires, 1986, c'était pas une langue étrangère socialement. C'était une langue très utilisée dans la société. D'ailleurs, beaucoup de textes législatifs se produisaient en français. D'accord? Donc, ce n'est plus le cas maintenant, alhamdoulilah. Quel concept nous avons aussi ici? C'est une marque de la colonisation. C'est une marque de la colonisation, c'est-à-dire c'est la langue du colonisateur. Passons au deuxième extrait. Ils nous ont appris à dire nos ancêtres les Gaulois. Nous avons été longtemps décolonisés et cela ne nous a pas réussi. Nous avons été des évolués, entre guillemets, puis des assimilés, toujours entre guillemets. Et cela n'a pas mieux valu. Aujourd'hui, nous revendiquons le droit à la différence. Nous ne voulons plus être des Français à part entière, ni des Français à part, mais des hommes à part entière, tout simplement. Monsieur Hadé, c'est l'esclavage. Merci. Quel est le terme qui suggère fortement le statut de l'esclave dans ce contexte-là? Nous voulons plus être des Français à part entière, ni des Français à part, mais des hommes à part entière. Des hommes à part entière, oui, ça le suggère. Mais avant ce terme-là, il y a un terme qui touche à une certaine, on va dire, théorie scientifique, non, scientiste. Des assimilés? Non, des évolués. Ils nous ont appris à dire nos ancêtres les Gaulois. Nous avons été longtemps décolonisés, entre guillemets, et cela ne nous a pas réussi. Nous avons été des évolués, c'est-à-dire avant d'être colonisés. D'abord, ils ont été colonisés. Ça, c'est clairement mentionné dans l'extrait. Puis après être colonisés, ils sont devenus des évolués. Ce qui veut dire qu'avant d'être colonisés, ils étaient de quoi? Avant d'évoluer, ils étaient quoi? Ils n'étaient pas ils sont des esclaves. C'est-à-dire même après avoir évolué, ils sont restés des esclaves. D'accord? Parce qu'ils ne sont pas devenus des hommes à part entière. Ils espéraient à devenir, non pas des hommes à part entière, mais des Français à part entière. D'accord? Donc, le fait de parler d'évolution, c'est quelle théorie? C'est la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution qui classe les hommes en hommes dominants et sous-hommes, en primates. Ce qui était le vecteur essentiel de l'esclavagisme, bien que l'esclavagisme soit apparu bien avant l'apparition de la théorie de l'évolution, mais la théorie de l'évolution a justifié cet esclavagisme, c'est-à-dire que classer les hommes en hommes blancs dominants et sous-hommes, qui n'a pas encore évolué, qui n'a pas encore atteint le stade de l'homo sapiens. D'accord? Donc, ça suggère fortement, ici, que celui qui parle a souffert de l'esclavagisme. Donc, ici, nous avons un phénomène de la francophonie ici. C'est un phénomène par rapport à la... Non. Utiliser le phénomène, utiliser le concept qu'on a appris.
C'est un phénomène, il a un nom. Il a un nom, cherchez-le dans la boîte à outils. L'adaptation. Non. Déracinement. C'est un phénomène de créolisation. C'est un créole qui parle ici. Les créoles étaient des esclaves. Ils cherchaient à être des Français à part entière. Ils voulaient imiter le français. Ils voulaient devenir français. C'est pour ça que ici, Aimé Césaire, c'est un extrait d'Aimé Césaire, d'accord? Discours sur le colonialisme. Ici, Aimé Césaire nous dit que nous voulons plus être, nous voulions, mais nous ne voulons plus être des Français à part entière, ni des Français à part, même pas des Français à part. C'est-à-dire même pas des Français exceptionnels. Non, on ne veut plus être Français. Mais des hommes à part entière, tout simplement. On veut être traités comme des hommes. Donc, le concept ici, c'est la créolisation. Donc, ici, l'ère, c'est une ère africaine de négritude, parce que le grenier, entre guillemets, de l'esclavagisme était quoi? Était l'Afrique. Donc, donc, quelle est la référence? Quelle est la référence, l'expression qui fait que le français, le colonisateur, a tenté d'inculquer à l'esclave qu'il est français? Que cet esclave, même s'il est effectivement noir, venant d'Afrique, il est français. Qu'est-ce qu'il a tenté de lui inculquer? Tenté de lui forcer, de lui apprendre, de l'endoctriner. Quelle est l'expression qui montre que le français a essayé d'endoctriner l'esclave, de le lobotomiser en quelque sorte? Nous avons été longtemps. Merci, nos ancêtres les Gaulois. C'est un noir de nos ancêtres les Gaulois. Même le français, ses ancêtres ne sont pas les Gaulois, ce sont les Francs. Ce ne sont pas les Gaulois. Pourquoi le français est appelé français? Parce que ses ancêtres sont les Francs, des Germaniques. Donc, lui apprendre que ses ancêtres étaient les Gaulois, c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est essayer d'assimiler l'esclave. On l'a colonisé, puis on a prétendu l'évoluer, puis on l'a assimilé, puis on lui a dit non, tu es un Français à part entière, ou peut-être un Français à part, un Français exceptionnel. Mais lui, il ne veut pas devenir Français à part, ni Français à part entière. Il veut devenir homme, seulement traité comme homme. Donc, le concept ici, c'est un concept d'esclavagisme. C'est un contexte d'esclavagisme. Le concept qui doit être utilisé, c'est le concept de la créolisation. Bien que dans le texte ici, il n'y a pas vraiment d'un métissage linguistique, mais ça parle de créolisation, du phénomène de créolisation. Extrait 3. Parler de la Martinique, c'est vite fait un caillou perdu dans la mer des Caraïbes, une petite France tropicale. On y fait les mêmes gestes qu'ici. On y mange presque la même chose. On y vote pareil. Mais c'est un monde qui ne tient pas debout tout seul. Un monde qui a besoin de la bouée. France pour flotter. Qui a besoin de la bouée France pour flotter. Alors, on est français, mais avec un goût de tropique. Dans la bouche, un goût amer parfois. Quel concept? Quel concept? Le concept clé, le concept premier. Ne vous perdez pas. C'est toujours la créolisation,
c'est toujours l'esclavage. C'est toujours la créolisation. Ça, ils aimeraient deux extraits pareils de suite, ça y bedlo. Non, c'est toujours la créolisation. C'est toujours l'esclavage. Donc, parler de Martinique, c'est vite fait. Un caillou perdu dans la mer, c'est une île. La Martinique, c'est une île. Mer des Caraïbes. Où se situent les Caraïbes, s'il vous plaît? Un petit peu de géographie. On a beaucoup entendu de Caraïbes ces temps-ci. C'est à cause de la France. Les Caraïbes, c'est à côté de la France. Bonjour, la géographie. On a beaucoup entendu des Caraïbes ces jours-ci. Venezuela, La mer Latine. C'est la mer des Caraïbes. C'est la mer des Caraïbes. Oui. C'est l'Amérique centrale. Le sud de Cuba. Le nord du Venezuela. Donc, bon, les Caraïbes, déjà, ça suggère la créolisation. Donc, France tropicale, on fait les mêmes gestes en Martinique. On fait les mêmes gestes qu'ici. Qu'ici, c'est-à-dire qu'en France. On y mange presque la même chose qu'en France. On y vote pareil, c'est-à-dire on vote. Donc c'est une prétention de quoi? Le français prétend quoi ici par rapport à l'esclave? Il prétend l'évoluer, le civiliser. Donc il va apporter sa civilisation entre guillemets, qui n'est pas vraiment une civilisation, mais ce sont des traditions, des mœurs, des coutumes. Il va apporter ces mœurs en Martinique en prétendant que c'est la civilisation avec grand C. D'accord? Donc, il apporte ces mœurs et dit à l'esclave, à l'individu martiniquais, qu'il est comme ça, il est civilisé. Tu t'habilles comme un Français, tu manges comme un Français, tu votes comme un Français, donc tu es civilisé. Tu es un Français, donc tu es civilisé. On y fait les mêmes gestes qu'ici, on mange presque la même chose, on y vote pareil, mais c'est un monde qui ne tient pas debout tout seul. C'est un monde qui est quoi? C'est une appendice de la France. Et il vit comment ce monde-là? Il vit in vitro. Il vit sous assistance. D'accord? Pourquoi? Parce que un monde qui a besoin de la bouée France pour flotter. Il a besoin de la France pour exister. Donc, autant dire que pour ce monde-là, colonisé par la France, la civilisation c'est la France. Mais ce monde-là existait bien avant la France, n'est-ce pas? Alors, on est français, mais avec un goût de tropique dans la bouche, un goût amer parfois. Parce que, pourquoi amer? C'est l'esclavagisme. Donc le concept ici, c'est toujours la créolisation. La référence, c'est la France tropicale. La France n'est pas tropicale, la France est européenne. Mais elle subsiste par la Martinique comme étant une France tropicale. Donc, vous avez quoi? Le ici. Il y a quoi par rapport à... Il y a merci, il y a le déracinement. Il y a quoi aussi? Le concept de dépend. Il y a Cheb Saïm, Karana Saïmin. La boîte à outils est devant vous. Vous avez le concept de dépendance. Le concept de dépendance. Vous avez le concept de violence aussi. La colonisation n'a pas été réalisée par des fleurs. C'est le concept de violence. Un esclave n'est pas assimilé par des roses, mais par des baïonnettes. Donc, concept de violence. On passe à l'extrait 4. Ici, l'hiver, la parole est gelée. Elle reste suspendue dans l'air, figée en petits cristaux.
Il faut attendre le printemps pour que les phrases dégèlent et que l'on comprenne enfin ce que les gens ont voulu dire en décembre. C'est un pays où la langue française a pris racine dans la neige. Elle a dû apprendre à survivre, à s'isoler, à se forger une autre musique pour ne pas mourir de froid et de solitude. L'extrait 3, c'était un extrait de Patrick Chamoiseau. On a oublié de dire. Cet extrait, on parle de... Merci, de résistance. Le français comme phénomène de résistance à l'anglo-saxon. Le français ici n'est pas le français du colonisé, c'est le français qui essaye de défendre sa francophonie. Mais la défendre avec une nouvelle musicalité, dans une nouvelle ère. Donc, les concepts qu'on trouve. L'éloignement. Le premier concept, c'est l'éloignement radical. Ici, ce n'est pas la France. Ici, l'hiver, les paroles gelées, elles restent suspendues dans l'air, figées en petits cristaux. Il faut attendre. Donc, ici, un déracinement, c'est-à-dire, c'est loin de la France. Le gel, le froid, ce n'est pas la France. D'accord? La langue française, elle est ici, au Québec, elle est comment? Est-ce qu'elle est originaire du Québec, la langue française? Elle est originaire de quoi? De quelle ère? De la métropole, de la France. Donc, au Québec, elle est comment? Elle a le statut d'une langue importée. Elle a le statut d'une langue importée. Donc, quelles sont les métaphores utilisées? Les métaphores qui dit que cette langue est importée, cette langue française est importée. Métaphore utilisée dans l'extrait. Aïe. Non, cherchez, je mets un. Suspendu dans l'air? Non. Il faut attendre le printemps pour que les phrases dégèlent? Non. C'est un petit extrait, je mets un quand même, de 5 lignes. Troisième ligne, cherchez dans la troisième ligne. C'est un pays où la langue française a pris racine. Donc elle n'est pas enracinée ici, elle est importée. Elle a pris racine. D'accord? Donc c'est une langue importée. Autre métaphore. Elle a dû apprendre à survivre, à s'isoler, à se forger. Donc elle se forme, cette langue. Elle n'est pas originaire d'ici. Donc c'est un phénomène. Donc lorsqu'on parle de charge sémantique, survivre, s'isoler, se forger, il y a une charge sémantique de quoi? Évolution, peut-être, oui. Mais lorsqu'on parle de forger quelque chose, qu'est-ce qu'on forge? On forge une pâte? Qu'est-ce qu'on forge? Lorsqu'on parle de forge le fer, donc c'est quelque chose de solide, dur. Donc il y a une résistance. Donc il y a une langue qui résiste. Une langue qui résiste. Donc c'est le phénomène de résistance par excellence. Au Québec, c'est le phénomène de résistance. La langue résiste. Donc c'est tout pour les 4 extraits. Sur ce, je vous dis après les vacances, Inch'Allah, on va se voir. Je vous laisse des travaux sur la page et sur le groupe WhatsApp. Je vous laisse les travaux afin que vous méditiez. Peut-être que vous allez méditer pendant les vacances, Inch'Allah. Et non pas seulement méditer, mais rédiger. Rédiger quelque chose. Et s'il vous plaît, please don't use AI.
N'utilisez pas l'intelligence. Vous pouvez utiliser chez vous. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour faire un résumé, pour vous indiquer une bibliographie, mais non pas pour rédiger. Non pas parce que ce n'est pas une bonne rédaction. C'est une bonne rédaction, mais c'est une fausse rédaction. C'est-à-dire, ça vous induit en erreur. Vous allez vous retrouver handicapé lorsque vous n'aurez pas l'intelligence artificielle en main. Le jour de l'examen, vous n'allez pas savoir rédiger. Vous n'allez pas savoir quoi rédiger, quoi dire. Vous n'allez pas aligner 3 mots. Vous n'allez pas pouvoir aligner 3 mots. Donc, trêve d'intelligence artificielle, s'il vous plaît. C'est bon de l'utiliser, ça vous fait gagner du temps. Mais lorsqu'il s'agit de résumé, de bibliographie, mais non pas de rédaction. Je mets la rédaction, essayez de rédiger par vous-même. Le jour où vous